Merci Brad. Je vais passer la parole à Bruno pour un commentaire. On reviendra peut-être, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, sur le fait que le président de la République française, il y a à peine une semaine, le 19 février, est revenu sur un exposé de la doctrine de défense. Un certain nombre de points que vous avez évoqués là pourront être mis en parallèle ou en discussion à partir de cet exposé. Bruno, je te passe la parole. Oui, tu aurais pu dire en introduction que Brad est quelqu'un de modeste, qu'il a contribué, tu ne l'as pas dit, mais il a été l'architecte principal de la révision de posture nucléaire américaine de 2010, la Nuclear Posture Review de 2010, et même s'il rougit, je peux affirmer et confirmer qu'il a été aussi un des principaux artisans de la reconstruction d'une politique de réassurance des alliés américains, notamment en Asie du Nord-Est, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que l'un des fers de lance de la pérennisation d'une capacité nucléaire américaine à confirmer l'engagement nucléaire américain, ce qu'on appelle vulgairement le parapluie nucléaire américain vis-à-vis de l'Europe, y compris par des décisions très concrètes avec des conséquences budgétaires et programmatiques tout à fait significatives. Et puis, Louis, tu aurais pu dire aussi, mais je le fais à ta place, que Brad est un ami de la France. Moi, nous nous connaissons depuis très longtemps, et je peux témoigner du fait que, y compris lorsqu'il était aux affaires, il a joué un rôle important dans la consolidation de la relation stratégique franco-américaine, y compris dans le domaine nucléaire. Et puis, Brad est finalement presque français dans sa manière d'aborder le nucléaire, parce que je crois que beaucoup de choses qu'il vient de dire auraient bien davantage leur place dans un discours de François Hollande que dans un discours de Barack Obama. Enfin, on ne le saura jamais, puisqu'il n'y a pas de discours de Barack Obama sur la dissuasion nucléaire. Alors, c'est vrai que cette approche, elle est, certains diraient, réaliste. Je ne sais pas s'il faut la qualifier du scientifique, en tout cas, ce n'est pas mon travail. Mais j'ai quand même un certain nombre de questions sur des commentaires et des questions plus que des critiques, même si nous sommes souvent du même avis sur beaucoup de grandes questions stratégiques. Je vais commencer par la Russie. Est-ce qu'il est vrai de dire que le rôle des armes nucléaires a été central dans la crise ukrainienne? Est-ce qu'il est vraiment central du point de vue de la Russie? Je pense qu'il est important, mais est-ce qu'il est vraiment central? Est-ce qu'il est central dans la réassurance aujourd'hui des pays de l'Alliance Atlantique, tels que les pays baltes ou la Pologne? Autrement dit, quel rôle joue? C'est davantage pour pousser Brad à affûter ses arguments et à développer ses points sur la Russie dans le contexte de la crise ukrainienne que je voudrais savoir si pour lui on peut dire que véritablement, ce que je ne crois pas, les armes nucléaires ont un rôle central à la fois du côté de la stratégie russe et la stratégie ukrainienne et du côté de l'OTAN dans le besoin de réassurance. Deuxième question à propos de la Russie. Je crois qu'il y a deux manières de voir la stratégie russe, la stratégie nucléaire russe, et notamment ce concept russe de, je cite, désescalade, concept qui consiste à employer de manière limitée l'arme nucléaire pour désescalader, freiner l'escalade d'un conflit. On peut y voir une notion qui se rapproche des vieilles notions de l'arme nucléaire comme moyen de combat, moyen militaire, mais on peut aussi finalement y voir quelque chose qui n'est pas très éloigné des concepts occidentaux, qui consiste à, in extremis, employer l'arme nucléaire de manière limitée pour rétablir la dissuasion. Moi, j'ai toujours été un petit peu frappé par le fait que la lecture que nous faisons de la doctrine russe est toujours, et je ne peux guère être soupçonné de poutinophilie, est toujours un petit peu noircie, me semble-t-il, alors que les exercices nucléaires, les exercices militaires russes, au cours des 10 dernières années, montrent plutôt une tendance à une moindre importance de l'arme nucléaire que ça a été le cas il y a 10 ans. Peut-être, justement, parce que la modernisation des forces conventionnelles russes
finit par porter ses fruits. Mais davantage, encore une fois, qu'une critique, c'est plus une question. Troisième question sur la Russie, elle est plus générale. Est-ce qu'on peut dire, d'après la manière dont tu réfléchis, dont tu analyses la politique nucléaire russe, je voudrais essayer d'élargir le débat et d'appliquer le prisme traditionnel du questionnement que nous avons, nous, Européens, vis-à-vis de la Russie, et que les Russes ont parfois vis-à-vis d'eux-mêmes. Est-ce que c'est une politique nucléaire occidentaliste ou slavophile, pour faire simple? Autrement dit, est-ce que la Russie, du point de vue de sa politique nucléaire, est plus proche du monde nucléaire asiatique ou est plus proche du monde nucléaire occidental? Ou est-ce que la Russie est un pays charnière? Encore une fois, ce sont des questions presque éternelles s'agissant de beaucoup de choses en Russie. Je voudrais savoir si, de votre point de vue, on peut classer, d'une certaine manière, le monde nucléaire en deux camps, mais c'est un terme désuet, en deux grandes familles, une famille occidentale et puis le reste du monde de l'autre côté, ou est-ce qu'il y aurait plutôt un vieux monde nucléaire, un monde occidentalo-européen, y compris la Russie, et puis le monde nucléaire asiatique? Est-ce que l'une de ces deux grilles de lecture est pertinente à ton sens? Quatrièmement, la Corée du Nord. Je crois qu'il faut remercier Brad Robert sur son insistance sur la Corée du Nord, car on perçoit souvent assez mal en Europe à quel point la Corée du Nord est au moins aussi importante, sinon plus importante, dans le débat stratégique américain que la question de l'Iran. C'est la Corée du Nord qui, par exemple, a déterminé les premiers programmes de défense anti-missiles balistiques du territoire américain. C'est pas la Chine, c'est pas l'Iran, c'est pas la Russie. Je crois que c'est quelque chose qui, sauf à être un petit peu familier des débats à Washington, on oublie, nous, souvent en Europe. J'ai été intéressé et inquiété par la projection que vous avez donnée sur ce qui pourrait être l'arsenal nucléaire nord-coréen en 2020. J'ai noté les chiffres de 60 à 100 armes nucléaires. Alors, vous avez dit « the latest estimate ». Je ne sais pas d'où vient cette estimation, mais je la trouve intéressante et inquiétante. Si c'était le cas, ça voudrait dire que la Corée du Nord passerait à ce moment-là dans la catégorie des puissances nucléaires, des États nucléaires matures, qui non seulement ont une capacité opérationnelle, mais ont un arsenal diversifié. Autrement dit, que la Corée du Nord passerait à cette échéance à une catégorie qui est celle des pays Pakistan, l'Inde ou Israël, sur lesquels d'ailleurs on ne connaît pas grand-chose du point de vue des nombres. Mais je crois que ce qui est plus important, c'est que ça signifierait que du point de vue américain, je ne prétends pas que vous reflétiez le point de vue américain, mais ça signifierait, ce scénario, que non seulement l'objectif numéro 1, qui était la rétraction du programme nord-coréen, l'abandon du nucléaire, est un objectif abandonné, ou un échec de la diplomatie, non seulement américaine, mais de l'ensemble de la communauté internationale, mais que le second objectif, l'objectif du gel du programme nord-coréen, n'aurait pas été rempli. Donc ça serait un double échec. Après l'échec des années 2000, l'échec des années 2010. Je trouve que ce scénario est particulièrement inquiétant, et j'aimerais bien vous entendre un petit peu plus sur ce que ça signifie pour vous en termes de nos capacités, ceux de la communauté internationale et ceux des pays occidentaux en particulier, à faire reculer un pays qui a décidé de développer non seulement un programme nucléaire, non seulement une capacité nucléaire, mais un programme nucléaire opérationnel. Un mot sur l'expression rouge. Alors je sais que c'est facile, je sais que c'est de la rhétorique, mais est-ce que ces trois pays, Russie, Chine, Corée du Nord, ont vraiment tant de choses en commun? Est-ce qu'ils parlent entre eux? Est-ce qu'ils évoquent ces questions entre eux? Est-ce qu'il y a vraiment une famille rouge dans le domaine de la conception de la victoire nucléaire? Là encore, c'est davantage une demande d'éclaircissement qu'une critique. À propos de la dissuasion élargie, thème qu'on a souvent abordé dans le cadre des débats de cette chaire, et thème dont vous êtes un très grand spécialiste et surtout avez été un praticien, je le rappelle, j'ai été intéressé par le fait que, comme d'autres
responsables ou anciens responsables américains, vous ne mentionnez pas de dimension nucléaire dans l'alliance que les États-Unis entretiennent avec certains pays du Moyen-Orient, qui n'est d'ailleurs pas formalisée de la même manière que les traités d'alliance qui peuvent exister avec d'autres pays. Mais là encore, c'est une question. Y a-t-il véritablement une frontière dans la tête des responsables politiques américains, et notamment du premier d'entre eux, que ce soit celui d'aujourd'hui ou des précédents, entre les alliés couverts par un parapluie nucléaire et les alliés non couverts par un parapluie nucléaire? Ou est-ce qu'il y a, de la part des États-Unis, une ambiguïté délibérée sur ce point? Au-delà, la question d'une protection nucléaire envers les alliés américains du Moyen-Orient, et notamment de la péninsule arabique, est-elle quelque chose de... Enfin, s'il n'y en a pas aujourd'hui, est-ce que c'est parce que ce n'est pas nécessaire? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas souhaitable du point de vue américain? Ou est-ce que c'est parce que ce n'est pas souhaitable du point de vue de ces pays-là? Après tout, la notion de dissuasion élargie, ça se fait à trois. Un pays vis-à-vis duquel on tente de se protéger, un pays qui protège et un pays qui est protégé. À propos de la fameuse phrase du général Sundarji en 1992, qu'on nous répétons tous depuis 1992, je crois qu'il faut qu'on trouve d'autres citations. J'en ai une pour Brad, qui me vient d'un ami qui s'appelle Antoine Wittkin et qui a fait un très bon documentaire sur les derniers jours de Kadhafi. Et c'est lui qui a interviewé la dernière personne qui a vu Kadhafi avant que celui-ci ne quitte Tripoli. C'est un Russe qui a témoigné et qui dit la dernière chose que m'a dit Kadhafi au moment où il quittait Tripoli, c'était « Ah, si j'avais su, je ne me serais pas débarrassé de mon programme nucléaire. » Alors, je sais que la fille de Kadhafi a également publiquement dit la même chose, donc cela prouve sans doute que cela reflétait quelque chose dans le cercle familial. Le problème, c'est que l'exemple de la Libye, quoi que l'on puisse penser de la légitimité et de l'efficacité de cette intervention, comme le projet Mornay d'intervention limitée en Syrie en 2013, peut aussi valoriser un programme nucléaire auprès de certains pays dont on ne souhaite pas qu'ils poursuivent dans cette voie. Le cas de l'Iran vient naturellement à l'esprit. Autrement dit, est-ce que les interventions occidentales, de manière générale, est-ce qu'elles font peur et que donc elles poussent les États à se débarrasser de leur programme nucléaire? Ça a été le cas pour la Libye après l'intervention en Irak de 2003, puisque le même colonel Kadhafi se repassait en boucle, selon des témoignages directs, les images de la chute de Saddam Hussein, qui était quelque chose de tout à fait traumatisant pour lui. Et l'une des raisons pour lesquelles il a décidé d'abandonner en 2003 son programme nucléaire, c'est qu'il ne voulait pas subir le même sort que Saddam Hussein. Et en même temps, 10 ans plus tard, changement total de perspective. Enfin, avant-dernier point, est-ce qu'il faut vraiment une théorie bleue de la victoire? Alors, si c'est en France, on souhaite toujours la victoire des Bleus, parce que les Bleus, c'est l'équipe nationale. Mais est-ce qu'il faut vraiment un pendant, ou plutôt est-ce que l'effet miroir est justifié? Je ne suis pas sûr de souhaiter que les pays occidentaux aient une théorie équivalente. En revanche, j'ai été rassuré quand vous avez dit qu'il s'agissait de neutraliser plutôt la théorie rouge de la victoire, si elle existe. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit très pertinent d'utiliser le même vocabulaire, puisque ça serait quelque chose de différent. Moi, j'aime bien utiliser l'expression contre-dissuasion. Je pense que la dissuasion occidentale, aujourd'hui, c'est surtout de la contre-dissuasion. J'imagine que nous disons un peu la même chose. Dernier point, sur la question de la sécurité collective. Alors là, c'est un vaste débat qui, à mon avis, n'a peut-être pas été suffisamment traité. Le grand débat qui a eu lieu en France dans les années 60, c'était d'ailleurs le titre du fameux petit livre de Raymond Aron, c'était sur armes nucléaires et alliances. Est-ce que les armes nucléaires consolident les alliances ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elles sont destructrices d'alliances? Les Français ont
apporté à cette question des réponses différentes au fil des années, les Américains aussi, et vous l'avez rappelé. Mais sur la sécurité collective, c'est un thème qui, à mon avis, n'est pas encore assez exploré. Est-ce que les armes nucléaires sont une alternative à la sécurité collective? Est-ce qu'elles facilitent les arrangements de sécurité collective, qu'ils soient régionaux ou mondiaux? Et la sécurité collective, ça n'est pas seulement le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, est-ce que là-dessus, ça n'est pas un débat sur lequel on devrait réfléchir un petit peu, réfléchir davantage plutôt que d'évacuer ce sujet de manière peut-être un petit peu rapide comme vous l'avez fait, mais c'est vrai que nous avons laissé que 45 minutes pour dire que l'alternative aux armes nucléaires, à la sécurité fondée sur les armes nucléaires, c'est la sécurité fondée sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Il me semble que les choses sont peut-être un petit peu plus, je suis même certain que les choses sont tout de même un petit peu plus complexes que cela. Merci. Merci Bruno. Alors on va peut-être commencer par la fin de tes questions, parce que c'est-à-dire la problématique de la sécurité collective, la question de la victoire. Dans l'exposé liminaire de Brad, il y avait d'ailleurs une idée absente, qui est une idée classique de la guerre froide, qui est celle de l'équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui on considère que dans les conditions de la sécurité collective, tant qu'il y a une certaine forme d'équilibre nucléaire entre les grandes puissances, les conditions de la paix générale sont respectées? Donc est-ce qu'on peut reprendre ce schéma de réponse, sécurité collective, la question de la théorie bleue de la victoire, et puis l'idée, est-ce que la notion d'équilibre nucléaire, en tout cas entre les grandes puissances, est une idée ou un horizon dépassé, que ce n'est pas plus comme ça qu'on peut en aucune façon répondre? Brad. Alors, la même pertinence, la question d'équilibre nucléaire a-t-elle la même pertinence que pendant la guerre froide? Non, la pertinence est différente, l'importance est peut-être plus faible, encore que Moscou comme Pékin sont plus motivés que jamais par ce qu'ils considèrent être des mesures de déstabilisation menées par les États-Unis. Leur point de vue, c'est que ce que nous, les États-Unis, essayons de faire, c'est d'échapper finalement aux restrictions de mobilité, précisément pour pouvoir avoir recours à des armes conventionnelles, alors même que Moscou et Pékin sont armés d'armes nucléaires. Alors évidemment, ceci est inacceptable aussi bien pour l'un que l'autre pays. Là, une plaisanterie s'impose concernant les écoutes chinoises. Bon, enfin, nous ne sommes pas aux États-Unis. Alors, du point de vue américain, la réponse depuis 25 ans est très claire. Évidemment, nous n'attachons plus la même importance à l'équilibre nucléaire. L'équilibre des forces nucléaires avec la Russie et la Chine, cette question a toujours été importante, mais nous n'attribuons pas à ces pays à l'époque, des motivations, disons, sinistres. Mais même si nous ne considérons pas la Russie comme notre ennemi, inversement, la Russie nous considère, nous, les États-Unis, comme son ennemi. Et les Chinois, de plus en plus, sont perturbés par la présence militaire américaine et des alliés américains en Asie de l'Est. Alors, nous, les Américains, sont peut-être moins détendus par rapport à cette question d'équilibre stratégique avec la Russie et la Chine. Nous sommes peut-être un peu plus préoccupés, mais ce qui détermine notre posture nucléaire, c'est bien la Corée du Nord et peut-être aussi l'Iran, hein, parce que l'Iran va se procurer des missiles balistiques de longue portée. Elle a déjà des missiles balistiques de moyenne portée et évidemment, il risque de se passer un certain temps avant qu'elle n'acquiert l'arme nucléaire. Mais enfin, ça, ce sont les questions qui nous préoccupent depuis 25 ans. Hein, et c'est ce qui détermine notre défense par missile, ainsi que notre capacité de force ou d'attaque classique, hein, conventionnelle. Mais évidemment, il y a beaucoup plus à dire sur cette notion de sécurité collective. Et c'est certain que je ne disposais que 90 secondes pour en parler. Et donc, effectivement, j'étais un petit peu lapidaire. Mais enfin, il est certain que la sécurité collective peut
participer à la construction de la sécurité, mais je ne pense pas qu'elle puisse se substituer à notre dissuasion nucléaire dans le monde qui est le nôtre. Mais évidemment, nous pourrons bien entendu creuser la question. Alors pour ce qui est de la victoire, entre guillemets, bleue, comme Bruno le sait fort bien, le mot de contre-dissuasion nous vient de la Chine. Ce sont les Chinois qui ont décrit cette stratégie comme étant celle qui était là pour s'opposer en faux à notre théorie de dissuasion. Autrement dit, la traduction en chinois du mot dissuasion est un terme qui a une notion ou une qualité, disons, agressive, coercitive. Et autrement dit, notre dissuasion qui consiste à les empêcher à faire ce qu'ils estiment faire, ce qu'ils doivent faire, enfin de prendre de justes mesures, cette dissuasion-là doit être contrée, d'où cette notion de contre-dissuasion. Alors évidemment, ça a une espèce de logique qui va, en fait, qui effectivement pourrait se retrouver pour cette notion de victoire bleue. Mais enfin, quand même, je voudrais revenir à cette notion de victoire bleue. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, si l'on ne veut pas contraindre les personnes à s'interroger sur le maintien de leurs intérêts dans un conflit régional sous un parapluie, disons, nucléaire, si on cherche une solution de rechange, souvent on va dire, mais écoutez, si une certaine ligne rouge est franchie, on va les bombarder à l'arme nucléaire. Ça n'est pas un problème. Nous avons tout l'arsenal nucléaire, on a des milliers d'armes, ils n'en ont qu'une poignée, donc de toute façon ils ne peuvent rien faire contre nous. Donc si jamais ils franchissent la ligne rouge, ce sera la punition nucléaire, le châtiment nucléaire qui réglera le problème une fois pour toutes. Non, la question est de savoir comment réagir. C'est-à-dire, est-ce que le président de la République française souhaiterait que les armes nucléaires françaises soient mises en œuvre dans une situation de crise? Je ne pense pas que la France se propose de lancer toutes ces armes nucléaires simultanément. Mais alors, dans ce cas, quelle sera la politique nucléaire française de défense? Et si nous voulons vraiment qu'elle ait un rôle dissuasif ou contre-dissuasif, alors évidemment, on n'a pas envie de tirer des armes nucléaires, de lancer des armes nucléaires. On veut surtout que les conditions ne soient jamais réunies pour que ceci devienne impératif. Et donc, qu'est-ce que le président de la France attend de ces opérateurs dans une situation de crise? Eh bien, de démontrer l'engagement, la détermination de la France à le faire si nécessaire. Mais c'est de ça qu'il faut parler, même si cette notion de victoire bleue paraît peut-être mal nommée, c'est quand même avec des connotations de guerre froide. C'est un peu là-dessus qu'il faudrait voir les choses. J'aurais d'autres choses à dire, mais enfin, rapidement, sur la Corée du Nord, de 60 à 80 armes, et puis ça c'était l'estimation que j'avais jusqu'à il y a quelques jours encore, de passer de 60 à 80 têtes de missiles. Alors il y a un chercheur nucléaire d'Alamos, enfin l'ancien directeur de Los Alamos, Sid Herker, qui a été invité en Corée du Sud, en Chine et ailleurs, et qui a un groupe d'études avec son homologue chinois de laboratoire d'armes nucléaires chinoises, et ensemble ils ont étudié le problème nord-coréen. Et pendant des années, il y a eu des rapports annuels, donc informels, disant voilà tout ce sur quoi nous, les États-Unis, les Chinois, les chercheurs, les experts chinois et américains sont en désaccord. Et là, on était d'accord sur une chose par contre, c'est qu'il y avait entre 60 et 80, il y aurait en Corée du Nord entre 60 et 80 armes nucléaires en Corée du Nord. Et puis, il y a un dernier rapport de l'ISIS, je crois, comment s'appelle, en 2020, pardon. Et un groupe de chercheurs qui est arrivé à une estimation de 100 armes nucléaires en 2020. Alors, la question de réduire les armes nucléaires en Corée du Nord, elle n'existe plus. Même le gel n'existe plus, n'est plus d'actualité. Alors les États-Unis, avec ses alliés, le Japon et la Corée du Sud, sont parfaitement conscients de cette donne. Avant de passer la parole à la salle, revenir sur une autre question de Bruno, qui est celle du parapluie nucléaire. Alors là, c'est vrai que la France a toujours eu, par rapport à cette théorie, sa voix propre, puisqu'elle a considéré qu'on ne pouvait jamais faire dépendre en aucune manière
sa sécurité, sa souveraineté d'un autre. Et c'est à l'origine de la dissuasion française. Mais c'est vrai qu'après la fin de la guerre froide, il y a eu plusieurs mouvements par rapport à cette problématique du parapluie, notamment en Occident. Le premier, c'est la tendance à la renationalisation de toutes les doctrines nucléaires de tous les pays, à commencer par la Russie, mais pas seulement. La deuxième, c'est que l'offre du bouclier antimissile a souvent été perçue comme une proposition alternative qui participait de la renationalisation de la dissuasion américaine sur la sanctuarisation de ses propres intérêts, comme tous les autres. Et puis, il y a la reluctance aussi des Européens, alors qui change peut-être, à se voir proposer des parapluies nucléaires ou une dissuasion nucléaire élargie. Donc sur ce point, la question est donc ouverte. Quelle est votre interprétation des évolutions, avec peut-être d'ailleurs dans le temps, dans ces presque 25 ans qui nous séparent de la fin de la guerre froide, des évolutions chez les uns et chez les autres, donc par rapport à cette logique de renationalisation de la dissuasion nucléaire, alternative bouclier antimissile, parapluie nucléaire américain, et réticence possible des Alliés à se voir appliquer une protection nucléaire qu'ils ne souhaitent pas forcément. Je pense que ce qui est surtout frappant par rapport au cours des 25 dernières années, c'est que cette question avait pratiquement disparu des radars et elle revient en force. Et elle revient en force essentiellement chez environ un quart des alliés des États-Unis. Comme je l'ai dit, les États-Unis ont une quarantaine d'alliés dans 3 régions et environ une dizaine d'entre eux, un quart d'entre eux, sont angoissés par les événements dans l'environnement sécuritaire. Alors ça se comprend particulièrement bien dans le cas de la Corée du Sud et du Japon, la présence d'armes nucléaires en Corée du Nord étant maintenant un fait connu. Et on peut comprendre également cette position en Pologne, en République tchèque et dans les républiques baltes. Alors, ils vous diront, ces pays, que l'évolution des politiques russes des 10 dernières années sont pour le moins ambiguës. D'un côté, on voit rétrécir les conditions dans lesquelles la Russie dit qu'elle ferait usage d'armes nucléaires, restreindre ces conditions, mais d'un autre côté, une position beaucoup plus offensive avec les armes nucléaires. Donc évidemment, il y a une ambivalence. D'un côté, on réduit les circonstances dans lesquelles, on restreint les circonstances dans lesquelles on les utilise. D'un autre côté, on les démontre. Et puis, quand on voit ce qu'a été la politique réelle, avec l'intégration nucléaire de toutes les armes des forces armées russes à une échelle qui est sans précédent, évidemment, ça laisse à penser. Alors, cette dizaine d'alliés des États-Unis ils coexistent chez ces pays une vingtaine de points de vue différents. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est très gênant d'être tributaire d'un autre pays ou d'autres pays au pluriel, dans le cas de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Ça n'est pas une position confortable. Moi, ce que je ressens pour autant, c'est que, disons, alors, puisque nous sommes dans un milieu universitaire, je crois qu'il convient peut-être de rappeler ce qui fut l'une des contributions les plus importantes de la pensée en la matière. C'est un ministre de la Défense, Dennis Healey, ministre britannique de la Défense, qui, dans les années 60 déjà, nous disait que la dissuasion de l'Union soviétique, votre crédibilité n'a pas besoin d'être très élevée parce que le coût de la guerre pour l'Union soviétique serait insupportable. Et il suffit d'une crédibilité de 5 ou 10%. Mais pour convaincre vos alliés qu'ils échapperont aux conséquences de la guerre, qu'une telle guerre ne se produira pas, là, il faut une crédibilité de 90 à 95%. Autrement dit, là, il faut plus d'assurance que de dissuasion. Et ça, ça reste vrai. Vous avez des alliés qui sont rassurés, qui sont convaincus par l'espoir que nous continuerons de prendre des mesures pour réduire l'arsenal nucléaire
nucléaire, et c'est le cas notamment des pays qui se sentent le plus menacés. Hein. Les Japonais et les Sud-Coréens sont ceux qui sont le plus engagés à l'agenda du désarmement, si tant est que cet agenda peut être effectivement mis en œuvre. Mais ils veulent avoir la certitude que cette dissuasion sera efficace, qu'il ne s'agit pas simplement de dissuasion nucléaire, d'où la défense par les missiles et les frappes conventionnelles. Mais ils veulent pour autant avoir la certitude que les États-Unis sont déterminés, sont engagés. Et ce que nous avons dit depuis 16 ans, c'est qu'une attaque sur les intérêts vitaux d'un allié est une attaque contre les États-Unis. Et historiquement, les Français n'y croyaient pas, mais d'autres pays l'ont cru. Et ce débat ne sera jamais tranché. Pourquoi? Parce que fondamentalement, c'est un débat qui porte sur les choix que l'on ferait en cas de guerre. Et là, on ne le saura que en cas de guerre. Donc effectivement, presque par définition, ces débats ne sauraient être tranchés. Voilà, on pourrait en dire beaucoup plus.